Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nicéphore consacré à Lucia Moholy. Si vous découvrez cette histoire aujourd'hui, je vous invite à écouter d'abord la première partie, où nous avons exploré les débuts de la photographe, son rôle essentiel au Bauhaus et les injustices qui ont peu à peu effacé son nom de l'histoire officielle. Dans l'épisode précédent, nous avons suivi l'ascension de Lucia Moholy au cœur du Bauhaus, où son objectif a immortalisé l'architecture, les objets et les figures emblématiques de ce mouvement avant-gardiste. Mais tandis que ses photographies deviennent des références incontournables, son propre nom commence déjà à disparaître des crédits. Pendant une décennie, elle évolue au sein de l'avant-garde jusqu'à ce que tout bascule. Nous sommes le 20 janvier 1933, Adolf Hitler accède au pouvoir, marquant un tournant radical en Allemagne. Le Bauhaus, symbole de modernité et d'ouverture, est en danger. Lucia Moholy le sait, elle va devoir partir. Mais son départ précipité ne sera que le début d'une nouvelle épreuve, bien plus insidieuse et injuste que tout ce qu'elle a vécu jusque-là. Je suis Élodie Bonin et vous écoutez Nicéphore, le podcast qui vous plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Suite à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Theodor Neubauer, combattant communiste dans la résistance et amant de Lucia Moholy, entre désormais dans la clandestinité. La photographe, bien que peu portée sur la politique, n'est pas naïve. Les défilés nazis la dégoûtent tout particulièrement et c'est pourquoi elle soutient son amant malgré les risques qu'elle encourt. Celui d'être elle-même considérée comme complice de la résistance, mais aussi, et certainement le plus dangereux pour elle, celui de révéler ses propres origines juives. Le couple s'accorde donc à dire que s'il arrive un quelconque malheur à Théodore, Lucia devra fuir le pays immédiatement. Tout d'abord parce qu'aux yeux de la loi, elle n'a aucune légitimité à interférer, n'étant que sa simple amante, mais aussi pour couvrir ses origines. C'est donc ainsi qu'elle agit en août 1933, quand Theodor Neubauer est arrêté au domicile de la photographe. Une fois seule, Lucia ne réfléchit pas et prépare ses affaires dans une petite valise pour quitter le pays. Elle prend le strict nécessaire, ses papiers et quelques habits, laissant tout derrière elle, excepté la valise contenant l'ensemble de ses négatifs. Bien trop lourd et bien trop fragile, elle confie ses plaques de verre à son ex-mari, Laszlo Moholy-Nagy. Je quittais donc mon appartement sans rien emporter. J'ai reçu de l'aide de quelques amis, d'autres me fermèrent leurs portes, poliment mais fermement. De Prague à Paris, en passant par Vienne, Lucia trouve finalement refuge à Londres, où elle va y mener une campagne de libération pour Neubauer, enfermé dans un camp de travail non loin de Berlin. Pour symboliser son engagement motivé par l'amour, Lucia commence à signer ses photographies Lucia Moholy Neubauer, bien que tous deux ne soient pas mariés. À Londres, elle recommence sa vie à zéro, avec énormément de courage. Tout d'abord, elle ouvre son propre studio de photographie dans son propre appartement au 39 Mecklenburg Square. Une rue qui ne vous est peut-être pas inconnue, puisque c'est également à quelques portes de là que vivent John Lehman, éditeur du Geographical Magazine, mais aussi Virginia Woolf, l'écrivaine britannique. Bien que Lucia ne les connaisse pas personnellement, ils ne lui sont pas étrangers, puisque tous deux sont membres de l'avant-garde artistique du Bloomsbury Group, un groupe d'artistes et d'intellectuels issus de l'aristocratie britannique qui règne en maître sur la capitale de Grande-Bretagne et clament publiquement leur position antifasciste. Ce groupe influence considérablement Lucia dans sa production photographique, dont en ressort une série aussi esthétique que politique, les portraits anglais. Elle y portraitise de nombreuses personnalités britanniques issues du milieu des arts et de la culture, connues pour faire partie du mouvement antifasciste national. Ce projet lui permet notamment de mener une carrière à temps plein et de subvenir à ses propres besoins dans ce pays qui lui est totalement étranger. Malheureusement, Lucia n'est qu'à l'aube du drame de sa vie.
Dès 1940, tandis que la guerre vient tout juste d'éclater, la ville de Londres est victime de nombreux bombardements. Parmi ces premiers, le bâtiment où vit et travaille la photographe est partiellement détruit. Sur une photographie d'archives, on peut observer les dégâts d'un tel désastre. Les étages des domiciles de Lucia Mawley et Virginia Woolf ont alors totalement disparu. Lucia y perd à la fois son logis, mais aussi son travail et son matériel. Le jour du bombardement, le choc est tel qu'elle ne parvient même pas à écrire dans son journal, tant sa main tremble. Exceptionnellement, elle exécute son rituel à l'aide d'une machine à écrire, allant même jusqu'à s'en excuser dès les premiers mots. Après ce traumatisme, Lucia Mawley ne souhaite qu'une chose, comme de nombreux Britanniques qui craignent une invasion allemande, quitter le pays. En réponse à ces messages de détresse envoyés à son entourage, son ex-mari, Laszlo, la convie à le rejoindre aux États-Unis, où il s'est lui-même exilé en raison de ses origines juives. Là-bas, il fonde et dirige le New Bauhaus, aujourd'hui connu sous le nom d'Institute of Design. Il propose ainsi à Lucia de s'y installer pour enseigner la photographie aux étudiants américains. Mais malgré les démarches entreprises par Lucia pour rejoindre Laszlo, les politiques restrictives d'immigration lui refusent la carte verte, n'ayant pas assez de preuves de son statut d'enseignante. Même sa demande de visa pour tourisme lui est refusée. Une fois de plus, Lucia doit tout recommencer, seule, face à la menace. Pour gagner sa vie, Lucia entame une collaboration avec Otto Neurath. Il s'agit d'un philosophe des sciences d'origine viennoise et il lui trouve un emploi en tant que directrice du service de microfilm à la bibliothèque universitaire de Cambridge. Alors peut-être que dit comme ça, vous vous dites que c'est un emploi plutôt anodin dans la vie de Lucia, mais aussi dans l'histoire. Et pourtant, ce métier joue un rôle majeur dans l'héritage que Lucia nous laisse encore aujourd'hui. Pour vous expliquer brièvement le contexte et les enjeux de l'emploi de Lucia, je dois avant tout vous rappeler qu'au cours de cette guerre, et même dès 1933, les nazis avaient entamé des spoliations d'œuvres d'art et des autodafés. Les spoliations étant des dépossessions massives d'œuvres d'art par des pillages et des confiscations de collections appartenant à des propriétaires juifs, mais aussi à des musées. L'objectif étant de détruire par le feu les œuvres jugées sans intérêt et stocker les autres secrètement dans des mines de sel en vue de la construction d'un potentiel musée allemand en projet nommé le Führer Museum. Parmi les œuvres victimes de cette spoliation, on peut notamment mentionner la Madone de Michel-Ange qui a été confisquée à la Belgique en 1944. En ce qui concerne les autodafés, les nazis avaient pris pour habitude de mettre au bûcher tous les livres que le Troisième Reich considérait positionnés à l'encontre de l'esprit allemand. En d'autres termes, ils brûlaient tous les livres qui critiquaient de près ou de loin les agirs des nazis, tels que les ouvrages d'Ernest Hemingway. On se rappelle notamment les autodafés allemands de 1933, lors desquels des étudiants, enseignants et membres des instances du parti nazi ont brûlé publiquement pas moins de 25 000 livres. Avec un tel nombre, vous vous doutez bien que le monde a perdu définitivement des ouvrages intellectuels précieux pour le restant de l'histoire. Alors, quand les pays ennemis de l'Allemagne observent ces événements, tous entament des projets de protection artistique et intellectuelle. On peut notamment parler de Rose Valland, qui, en dressant l'inventaire précis des œuvres d'art et biens culturels spoliés, permet la restitution de plus de 60 000 d'entre elles à leur propriétaire initial, qu'il s'agisse de familles ou de musées. C'est dans cette démarche que s'inscrit Lucia Mawley. Afin de protéger les manuscrits les plus rares et précieux de Cambridge, elle a pour mission de photographier chaque page des ouvrages sur des microfilms. Chaque microfilm est reproduit en 3 exemplaires, 2 étant stockés précieusement en Angleterre et le 3e envoyé par précaution aux États-Unis. En raison du contexte de guerre actuel, le travail de Lucia doit rester secret, car œuvrant à l'encontre du régime nazi, elle est à défaut considérée comme une espionne et risque donc l'arrestation et à défaut la déportation. Tout est parti de la volonté de protéger des manuscrits rares. Un poste a été créé à Cambridge. Le travail était organisé à partir des États-Unis. Il s'agissait de photographier les manuscrits les plus précieux de la bibliothèque universitaire de Cambridge sur des microfilms.
Le lien qu'entretient Lucia Moholy avec le format du microfilm est très particulier, puisque même après la fin de la guerre, elle continuera à proposer ses services en créant sa propre entreprise appelée Documentary Services. Elle entamera alors la promotion de ce format auprès des hôpitaux dans lesquels des soldats gravement blessés et alités sont soignés. Elle y propose de projeter les négatifs d'ouvrages au plafond, surplombant les lits des malades, leur permettant de lire sans les obliger à bouger. Très rapidement, elle est reconnue par ses compères pour ses connaissances de la technique du microfilm. Elle devient experte technique de l'outil pour l'UNESCO, lui permettant de créer à elle seule un centre de documentation sur microfilm pour la Bibliothèque nationale d'Ankara en Turquie, où elle séjournera 6 mois entre 1952 et 1953. Suite à quoi, elle sera conviée l'année suivante au plus grand salon de technologie de l'image, situé à Cologne et intitulé Photokina. Là-bas, elle présente publiquement les résultats de ses recherches, lui permettant par la suite de publier de nombreux écrits sur l'avenir du microfilm. Dans ces derniers, elle présente ce support comme un outil d'information gratuit et accessible à toute la population, ne faisant aucune distinction sur les conditions sociales, politiques ou financières des utilisateurs. Elle va même plus loin en imaginant à la fois un système de stockage et de circulation des informations électroniques, une automatisation de la saisie des données et également un système de traduction automatiquement assisté. Vous me voyez venir, nous sommes dans les années 60 et Lucia Moholy développe déjà le système moderne de la circulation d'informations par Internet, l'inscrivant définitivement comme une pionnière d'Internet dans l'histoire. À savoir également qu'aujourd'hui, la technique du microfilm est encore utilisée dans de nombreuses démarches de sauvetage et d'archivage, notamment grâce à sa résistance toute particulière aux fortes chaleurs, aux fortes taux d'humidité et aux lumières extrêmes. Cela permet notamment de sauver la culture en contexte de guerre, mais aussi de catastrophes chimiques et naturelles. Par exemple, lors des inondations à Prague en 2002, c'est grâce au microfilm que nous avons pu sauver le contenu de nombreux manuscrits originaux détruits par les eaux. Mais revenons en 1945. La guerre vient tout juste de se terminer et les rues anglaises sont en liesse. Pourtant, Lucia Moholy ne participe pas à la fête. Elle vient tout juste d'apprendre le décès de Theodor Neubauer, assassiné quelques mois plus tôt par les nazis le 5 février 1945. Et tandis que Lucia Moholy peine à faire son deuil, c'est avec étonnement qu'elle redécouvre ses propres photographies laissées des années plus tôt en Allemagne, au bon soin de son ex-mari. Mais contre toute attente, elles ne sont pas soigneusement rangées dans une valise, déposées au pas de sa porte. Non, elles sont diffusées très largement dans la presse et des magazines, mais aussi dans des catalogues de musées, tels que celui du MoMA datant de 1938, présentant une exposition entièrement dédiée au Bauhaus. Et à y regarder de plus près, la photographe constate que la qualité des impressions est tout particulièrement précise, si précises qu'elles ne peuvent provenir que de ces tirages originaux. Autrement dit, il aurait fallu que les éditeurs et les musées aient eu accès directement à ces négatifs sur plaque de verre pour atteindre une telle qualité d'impression. Mais comment cela peut-il se faire ? Elle a confié sa valise à Laszlo. Oui, il est parti aux États-Unis, mais il l'a certainement laissée en lieu sûr en Allemagne. Voire mieux, il l'a peut-être emportée avec lui sur l'autre continent. Et qui plus est, elle lui fait confiance. Jamais il ne diffuserait ses photographies sans son accord. Non, cela est impossible. Les images se sont certainement perdues lors de son voyage aux États-Unis et seraient alors tombées entre des mains inconnues. Elle suppose inconnues, puisque son nom ne figure sur aucune des publications. Quoi qu'il en soit, il faut retrouver ces négatifs et découvrir le fin mot de l'histoire. Elle décide alors de mener sa propre enquête et commence à questionner son ex-mari en lui envoyant une lettre. Tu te souviens qu'après mon départ, ta femme et toi avez pris soin de mes affaires ? Parmi elles figurait toute ma collection de négatifs. Tu les as laissés quelque part. Te souviens-tu où ? Il est peut-être possible de les retrouver. Mais tragiquement, la lettre arrive trop tard au domicile de Laszlo à Chicago. Ce dernier vient de mourir le 24 novembre 1946. C'est donc Sibylle, la veuve du défunt homme,
qui répond à la lettre de Lucia. Elle lui explique avoir laissé la valise au bon soin de Walter Gropius, qui vivait à l'époque à Berlin. Toujours selon Sibylle, le couple Gropius aurait laissé la valise chez eux quand ils se seraient expatriés aux États-Unis. Par la suite, leur domicile berlinois aurait été bombardé, détruisant définitivement les négatifs. Pendant un temps, Lucia accepte cette version. Mais les preuves ne manquent pas. Les photographies sont bien là, dans la presse. Alors d'où les éditeurs ont-ils bien pu trouver ces images ? C'est en 1954 que la photographe entreaperçoit la vérité, après avoir envoyé le 21 janvier de cette même année une lettre à son cher ami du Bauhaus, avec qui elle a toujours entretenu une correspondance. Cher Walter, il ne m'est pas venu à l'esprit de vous le demander plus tôt, ou en tout cas pas avant que Sibylle ne me dise que les négatifs étaient stockés dans la maison où vous et Is vivez à Berlin. Est-ce exact ? Si oui, pouvez-vous vous souvenir de la date à laquelle ils y ont été déposés et s'ils y sont restés lorsque vous avez décidé de venir en Angleterre ? Ou ont-ils été déplacés ailleurs ? Lorsque je suis partie, toutes mes affaires, c'est-à-dire les livres, les photos, les articles et les négatifs, se trouvaient au même endroit. Et je ne sais rien des dispositions prises par la suite. Lorsque Moholy et Sibylle sont venus à Londres, certains de mes meubles et quelques autres objets ont été transportés en lieu sûr, mais malheureusement pas les négatifs. Je suppose qu'ils ont été laissés sur place en raison de leur poids, étant donné qu'il s'agissait de verre. Concernant les photos du boss, vous avez certainement oublié ce qu'il s'est passé. Vous m'aviez donné tous ces négatifs il y a très longtemps à Berlin. Je les ai conservés précieusement, j'en ai fait faire des copies de chacun et remis un ensemble complet de copies au Bush Reisinger Museum à Harvard, qui a établi un département spécial pour les boss et qui continue de se développer. J'ai promis de leur transmettre les négatifs originaux avec votre nom dès que j'en aurai plus besoin. Vous pouvez imaginer à quel point ces photographies me sont utiles, je m'en sers constamment. J'espère que vous ne m'en priverez pas. Ne suffirait-il pas que je vous envoie des planches contact tirées et des négatifs ? Quoi qu'il en soit, cela vous soulagera de savoir qu'ils existent et sont en bon état. Je ne m'en suis jamais séparé. C'est le choc. La vérité est enfin dévoilée. Et derrière elle, une relation de confiance qui se brise. Car voici la réelle histoire rocambolesque que découvre Lucia Moholy au sujet de ses photographies, confiées des années plus tôt à Laszlo Moholy-Nagy. Après avoir laissé sa valise de négatifs à son ex-mari, celui-ci partit s'exiler aux États-Unis avec son épouse et ses 2 enfants en faisant halte en Angleterre. Une décision judicieuse quand on sait que Laszlo était lui aussi d'origine juive. Avant de quitter Berlin, il s'est rendu chez son ami, Walter Gropius, pour lui confier la valise de la photographe. En 1938, Walter Gropius obtient une chaire à Harvard pour faire la promotion du régime de la Nouvelle-Allemagne par l'enseignement de l'architecture allemande. Car oui, aujourd'hui, il n'est plus à prouver que Walter et Is Gropius étaient ouvertement antisémites. Argument fondé sur de nombreuses correspondances, mais aussi des témoignages révélant des propos choquants tels que celui-ci tenu par Is Gropius au sujet des domestiques juifs travaillant au domicile du foyer. Voyons, nous ne leur permettons pas de monter à l'étage parce que vous savez, les juifs sentent toujours mauvais. Quoi qu'il en soit, la valise suit le couple Gropius quand il s'installe à son tour aux États-Unis. La valise est tout d'abord rangée au placard. Mais très rapidement, Walter Gropius la ressort. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à son arrivée sur ce nouveau continent, l'homme se confronte à une réalité qui lui est difficile d'encaisser. Aucun États-Unien ne connaît son nom. Lui, qui était connu et respecté de tous en Allemagne, se voit plongé dans un anonymat qui lui est insupportable. Pour y remédier, il a l'ambition de faire connaître le Bauhaus à ce nouveau pays, redorant ainsi son blason de pionnier avant-gardiste de l'art moderne. Pour ce faire, il organise une exposition au MoMA en 1938. Mais n'ayant rien à y faire exposer, il ressort la valise de Lucia Moholy. C'est ainsi que sont exposées, sans l'accord de la photographe, la quasi-totalité de son œuvre du Bauhaus. Les images sont félicitées par les visiteurs pour leur qualité esthétique exceptionnelle et leur contribution à l'histoire de l'art. Le catalogue présente même aux côtés de ces images un article signé Laszlo Moholy-Nagy. Et pourtant, bien que les 2 hommes semblent être des amis de confiance de la photographe, aucun des 2 ne se bat pour y faire paraître le nom de Lucia Moholy.
Walter Gropius préfère y faire paraître uniquement le sien, en légende des images, afin d'y asseoir son statut de maître fondateur du mouvement d'avant-garde. Les hommes, en qui Lucia avait une confiance aveugle, ne l'informera aucunement de l'usage de ses photographies, tirant ainsi profit sur le plan financier et social. Autant dire qu'à la réception de cette toute première lettre de Walter Gropius, Lucia reçoit comme un coup de poignard dans le cœur. Ses photographies lui ont été volées, mais aussi ses projets, car depuis plusieurs années, elle enchaîne les articles et prises de parole publiques pour permettre la création d'une collection muséale allemande complète de photographies du Bauhaus. Alors quand elle apprend que Walter s'apprête à donner les négatifs originaux de la photographe et les pleins droits sur ceux-ci à un musée pour la fondation d'un département dédié au mouvement, et qui plus est sans son accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Révoltée, Lucia Moholy engage de longs échanges pour récupérer ses biens, tout en restant la plus diplomate possible, préférant éviter d'envenimer la situation. La première fois que j'ai lu votre lettre, je me suis demandé si je rêvais. J'avais du mal à croire que c'était réel. Penser que tout cela s'est produit sans qu'aucun mot ne m'ait jamais été adressé dépasse l'entendement. Il est certain que si vous, Walter Gropius, dont le nom a été associé à l'esprit d'équipe, vous étiez satisfait de la manière dont vous avez utilisé mes négatifs et de l'étendue de cette utilisation, vous m'auriez à tout le moins tenu au courant, comme une condition sine qua non de la courtoisie habituelle. Vous avez choisi de ne rien faire de tout cela, même si ce n'est pas par manque d'opportunité. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue pendant une longue période. Dois-je donc conclure que vous avez délibérément évité de mentionner le sujet ? Vous devez vous rendre compte que lorsque je réclame mon bien et que vous me demandez de ne pas vous en priver, comme vous dites, c'est moi qui en suis privé depuis près de 20 ans. Et non pas vous. Durant tout ce temps, vous avez gardé mes négatifs et vous les avez utilisés à vos fins autant que faire se peut. Que tout cela me vienne de vous, que j'ai toujours considéré comme l'un de mes amis de confiance, est une expérience décourageante et bouleversante. À cette lettre, Walter Gropius ne répond pas personnellement, mais mandate sa propre femme, Ise, pour faire barrage. Chère Lucia, Walter n'a pas l'intention de répondre lui-même à votre lettre, à cause des insinuations blessantes qu'elle contient. J'aimerais dire d'emblée que lorsque nous avons reçu vos négatifs, nous n'avions pas compris que nous devions vous les rendre à une date ultérieure. Vous ne vous attendiez pas à ce que je retarde mon départ pour rédiger un contrat formel stipulant la date et les conditions de retour. Aucun accord formel n'aurait pu avoir plus de poids que notre amitié. C'est une amitié sur laquelle j'ai toujours compté et que j'invoque maintenant. Face à cette trahison, Lucia Moholy propose à Walter Gropius une procédure diplomatique pour mettre fin à cette querelle. Tout d'abord, élaborer le nombre de négatifs mis en la possession de l'homme et les identifier à l'aide du catalogue de l'ensemble des photographies que Lucia avait préalablement réalisées par précaution avant la guerre. Et une fois avoir reçu confirmation du nombre de négatifs, Lucia souhaite convenir avec Walter d'un dédommagement financier respectueux des deux parties et non abusif, afin de compenser cette privation de plus de 20 ans. Mais Walter Gropius refuse de coopérer, forçant à contre-cœur Lucia de faire appel à des avocats internationaux pour mener un procès à son ancien ami pour vol de négatifs originaux. Lors de ce procès, Lucia découvre avec stupeur que Walter Gropius a bien plus de négatifs que ce qu'il n'essayait de lui faire croire. Tandis qu'il tentait de rassurer Lucia en lui disant ne posséder que les négatifs du Bauhaus, ce qui lui donnait un total approximatif de 400 négatifs, Lucia apprend qu'il en possède en réalité près de 560. Lucia Moholy gagne le procès, mais la restitution des images marque à jamais la photographe, considérant elle-même cet événement comme une expérience bouleversante. Le fondateur du Bauhaus se charge de faire envoyer les négatifs, mais il n'en paye pas un centime de sa poche. C'est Lucia qui doit payer les frais de livraison. Et à la réception, elle n'en croit pas ses yeux. Sur les 560 photographies qui devaient lui être remises, seules 230, soit la moitié, lui sont renvoyées. Sans compter que sur ces 230 reçues,
La plupart ont été cassées lors du transport. Nous pouvons jeter la pierre à Walter Gropius, mais j'en profite également pour vous rappeler qu'il n'est pas le seul fautif dans cette histoire de vol de droits d'auteur. Laszlo Moholy-Nagy a également une part de responsabilité, tout particulièrement parce que de son vivant, l'artiste hongrois gardait en sa possession les négatifs originaux de Lucia qui le représentaient ou représentaient même partiellement son travail, s'appropriant par la suite leur entière paternité. À la relecture de ces événements, il faut noter que jamais, ni Walter Gropius ni Laszlo Moholy-Nagy n'ont considéré Lucia Moholy comme propriétaire des photographies prises lors de son séjour au Bauhaus. Selon eux, elle ne faisait que photographier leur création. À leurs yeux, leurs travaux photographiés les plaçaient à défaut comme propriétaires des images. À ce stade de l'histoire, Lucia a perdu près de 330 négatifs sur plaque de verre. Un drame quand on connaît la valeur et les qualités indéniables qui leur sont attribuées, qu'il soit question d'esthétisme, mais aussi de valeur historique. Et ça, Lucia Moholy en avait pleinement conscience. En 1959, la photographe emménage à Zurich, en Suisse, où elle collabore avec une maison d'édition pour la production d'un manuel international et multilingue intitulé « Qui est qui dans les arts graphiques ». C'est le début d'une carrière de critique d'exposition pour Lucia Moholy, qui œuvre pour le compte de magazines anglophones. Cette période est tout particulièrement difficile pour Lucia, qui vit dans un très petit appartement et survit à peine tant sa rémunération est faible. De plus, elle perd de nombreux amis qui se détournent d'elle pour montrer leur soutien indéfectible à Walter Gropius, des suites du procès intenté à son encontre. Et ce, même si toutes les preuves affirment que Lucia Moholy était bel et bien la victime. Sa vie s'améliore quand son frère, Franz Schulz, qui était un cinéaste à succès dans les années 30, décède en 1971. Lucia, alors âgée de 77 ans, hérite de l'ensemble de ses droits d'auteur, lui offrant enfin un confort de vie digeste. L'année suivante, elle entame la publication d'un ouvrage intitulé Moholy-Nagy Notes, incohérence documentaire, dans lequel elle essaie de rétablir la vérité sur sa contribution au texte et aux images attribuées à Laszlo Moholy-Nagy. C'est également l'occasion d'entamer une dernière tentative de récupérer ses droits d'auteur pour les photographies éditées sans sa permission. À l'aide de divers soutiens, elle réalise des tirages à partir de ses anciens négatifs restitués, lui permettant d'être exposée en 1978 sous son propre nom au salon Photokina de Cologne. D'autres expositions individuelles lui seront consacrées par la suite et également la constitution de monographies. Ces expositions et publications sont à la fois des hommages pour sa contribution historique au Bauhaus, mais aussi des manières de réparer les dommages causés par le vol de son œuvre et droits d'auteur. En 1984, Walter Binder, directeur de la fondation Fotostiftung Schweiz, aide Lucia à l'archivage de son corpus photographique. Suite à quoi, il acquiert 25 de ses tirages, les faisant intégrer à la collection de la fondation. Quand Lucia Moholy décède le 17 mai 1989, à l'âge de 95 ans, la stupeur refait son apparition dans les bureaux d'avocats et docteurs en droit londonien. Car à l'heure de l'ouverture de l'exécution testamentaire de la photographe, est lu l'ordre clair, net et précis de brûler tous les documents personnels, photographies privées et manuscrits de la défunte. Par chance, elle ne dit rien quant à la conservation de ces négatifs et tirages. Les exécuteurs testamentaires hésitent à respecter une telle demande, et pour cause, l'engouement du public autour de l'héritage de Lucia Moholy fait pression. Les archives qui devaient être brûlées sont alors léguées en deux parties. Tous les documents antérieurs à 1933, dont les 230 photographies récupérées des suites du procès, sont confiés au Bauhaus Archives. Quant à sa production londonienne et ses portraits anglais, c'est la National Portrait Gallery de Londres qui l'accueille sous forme de don. Les nombreuses images tenues en la possession de Laszlo Moholy-Nagy seront après la mort de l'homme confiées à sa propre fondation, basée dans le Michigan. Lors de leur identification, 50 images seront finalement attribuées à Lucia Moholy.
la plupart représentant directement son ex-mari, tandis que le reste étaient des prises de vue de décors de théâtre, de collages, de peintures, mais aussi des photogrammes originaux. À ce jour, la cartothèque de Lucia Mawley compte encore 280 négatifs manquants à sa collection originale. Nous le savons grâce à son catalogue, aujourd'hui précieusement conservé pour de potentielles futures identifications. Lucia Mawley a traversé le XXe siècle en témoin et en actrice des bouleversements artistiques et politiques de son temps. Exilée, dépossédée, elle aurait pu disparaître dans l'oubli, mais elle a lutté. Pendant des décennies, elle s'est battue pour récupérer son œuvre et faire reconnaître son travail. Ses photographies du Bauhaus sont aujourd'hui des icônes. Son œuvre et son nom figurent dans les plus grands musées et illustrent des livres d'histoire d'art. Mais au-delà des images, son combat nous rappelle une chose essentielle. L'histoire est souvent écrite par ceux qui en tirent profit. Aujourd'hui, à travers ces clichés, Lucia Mawley reprend enfin la place qu'elle mérite. Et cette fois, nous nous souviendrons de son nom. Merci d'avoir écouté les 2 épisodes de Nicéphore consacrés à cette femme inspirante. Si vous aimez cette plongée dans l'histoire de Lucia Mawley, n'hésitez pas à laisser des étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Et si vous souhaitez soutenir Nicéphore et aider à le faire perdurer, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens. En échange, vous aurez accès à un épisode exclusif chaque mois. Un immense merci à Vanille du podcast C'est Creepy qui a prêté sa voix à Lucia Mawley, ainsi qu'à Kurt du podcast Obscurum pour le rôle de Walter Gropius, et enfin à la talentueuse photographe Lou Segura pour son interprétation de Is Gropius. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.